C'est bon. Super. Alors, attends. Alors, bon, est-ce que vous voyez tous le QR code qui s'affiche en ligne? C'est bon? Non. Ah si. Oui. Hop. Bonjour. Bonjour. Bon, on va peut-être commencer et puis d'autres personnes nous rejoindront en cours de route. Alors, avant de scanner le QR code, petite présentation du tuba. Comme ça, vous voyez bien. Donc, moi, je suis Valentine, chef de projet innovation et données au tuba. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Sarah, qui travaille aussi au tuba, qui est designeuse de service. Et donc, il y a Frédéric qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est directeur. Donc, c'est une présentation de l'équipe. Petite présentation également du tuba. Donc, le tuba, qu'est-ce que c'est? C'est le tiers-lieu des données et du numérique responsable. On travaille pour un territoire intelligent et durable. Donc, notre mission, notre raison d'être, j'ai envie de dire, et on fait ça à travers plusieurs types de missions. Les 3 grands types de missions sont d'abord l'accompagnement aux projets d'innovation avec des méthodologies qui sont innovantes comme les méthodologies centrées usagers, je veux dire, et tout ce qui est en fait méthode design de service. On a aussi l'accompagnement au projet autour de la gouvernance des données. Donc ça, c'est un premier volet. On fait aussi de grosses parts d'acculturation et sensibilisation à ces sujets-là, que ce soit auprès d'acteurs privés, publics, des organisations, mais aussi directement des citoyens et des citoyennes. Et enfin, une partie écosystème, et c'est dans cette partie-là notamment que rentre cette programmation datable et ce qu'a fait aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de réunir l'écosystème des données et du numérique responsable sur la métropole de Lyon. Et parfois, on va au-delà. Mais en tout cas, donc, on propose cette programmation notamment Café Datable pour avoir des retours d'expérience sur des thématiques en lien avec les données, l'innovation, numérique responsable et des décryptages aussi pour vous faire gagner en connaissances sur des sujets. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Antoine Pétel qui se présentera et qui est avec nous aujourd'hui pour ce Café Datable décryptage du Data Act. Merci à toutes et à tous. Et avant de démarrer sur la présentation d'Antoine, on va faire un petit sondage pour apprendre à vous connaître et savoir un peu mieux qui vous êtes. Donc, n'hésitez pas à scanner le QR code ou à taper dans la barre de recherche aslide.com/1cmem. Voilà, et vous pouvez commencer à... donc, je vois qu'il y a en ligne 17 personnes. J'attends aussi qu'en présentiel, est-ce que c'est bon, ça marche le QR code? Ça fonctionne? Super. Donc, vous allez pouvoir répondre à des petites questions. Hop. Avez-vous déjà participé à un café datable du tuba? Des habitudes. Alors, 13 et 8, 21, et une moins. Ah, trop de personnes qui s'ajoutent. Je pense que... Ah, là, parfait. Eh bien, nous avons à peu près une égalité. Donc, bienvenue à celles et ceux qui n'ont jamais participé à un café datable du tuba. J'espère que ça vous plaira. Et petit changement. Et pour celles et ceux qui sont là pour plus d'une première fois, merci pour votre confiance. Alors, petite question sur la localisation.
Hop. Alors, je pense qu'on a parlé au total. Donc, majoritairement, le territoire sur lequel est le tuba, c'est logiquement la métropole de Lyon. Quelques personnes quand même autres on va nous dire dans le chat d'où vous venez. Île-de-France, une 5 régions Auvergne-Rhône-Alpes. On va passer à la question suivante. Vous travaillez pour quel type de structure? Administration publique et agences de l'État, collectivité territoriale, grande entreprise ETI, PME start-up, université, école, association ou autre. Donc on voit qu'on a pas mal de collectivités, d'administration publique, mais aussi de PME start-up. Intéressant. Quasi à l'équilibre. Après, je pense que cette présentation parlera beaucoup. S'il y en a qui nous rejoignent juste maintenant en ligne, n'hésitez pas à scanner le QR code, à vous connecter au lien. Le nom de ma structure. Oui. Je viens de le faire sur Edge. Je viens seulement d'y arriver. Non, non, en fait, il faut faire F5 sur Edge. Ça me fait. Ok, pas mal de la métropole de Lyon, Seine-et-Marne. Tu pourrais nous dire les structures? J'ai un peu de mal à lire. Oui, oui, bien sûr. Donc, il y a métropole de Lyon, il est là, ville de Lyon, Seine-et-Marne, Margot, Avant-Garde Cybersécurité, d'Aventure, Idélis, Préfecture de Région Orale, Groupe Agile Invest, GRDF, l'Adréal, et je pense que... Et l'IGN. Voilà. Donc, merci. Hop. Mon niveau d'expertise sur les sujets data. Ah oui. Ouais, donc une grande majorité, quand même d'experts, enfin moitié, donc intéressant. Bah, n'hésitez pas aussi à, voilà, à poser vos questions en fonction de votre niveau. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a aucun niveau qui est attendu pour ce café data, je pense. Donc n'hésitez pas, même si vous vous sentez moins expert, à poser. Toutes les questions sont les bienvenues. Hop. Votre champ d'intervention. Système d'information, data science, design, commercial, marketing, RSE, métier chef de projet ou autre. Ok. Chef de projet métier, ça se dégage pas mal. Data science aussi. Commercial, marketing, RSE, autre. Ok. Pareil, si vous voulez me dire dans le chat ce que votre champ d'intervention, n'hésitez pas. Okay. Merci beaucoup. Donc un peu SI, un peu côté métier. Ouais, c'est assez varié quand même comme profil. Et hop. Bien, nous arrivons au bout de ce petit sondage. Alors merci à toutes et tous d'avoir participé. Et je laisse maintenant la parole à notre intervenant. Antoine, je t'en prie. Est-ce que vous voyez la présentation s'afficher à l'écran? Oui. Super, merci. Antoine, si tu je crains d'avoir un réflexe. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok, derrière.
Donc merci beaucoup Otuba pour m'accueillir et m'avoir invité à présenter donc le règlement sur les données. Règlement sur les données, Data Act, j'emploierai les deux notions, enfin, les deux noms, par pur réflexe, donc je m'excuse d'avance pour l'utilisation du nom anglais. Alors pour me présenter rapidement, donc moi je suis juriste, j'ai fait une thèse sur la réutilisation des données du secteur public. Donc on va pas parler, c'est pas le sujet de ma thèse que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est d'autres textes sur lesquels j'ai travaillé, mais j'ai fait ma thèse de 2019 à 2023 et donc le Data Act a été négocié, discuté, adopté en parallèle et donc c'était un sujet très proche du mien. Donc évidemment j'ai dû l'étudier assez en profondeur également et depuis quelques mois je travaille exclusivement sur ce texte. Donc c'était l'occasion de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Donc voilà, j'ai été 2 ans en tant que chargé de TD à l'université Lyon 3, où j'ai enseigné pas mal de matières en droit public. J'ai commencé à enseigner aussi à Lyon 3 un séminaire sur le règlement sur les données vendredi dernier. Donc c'est un mois très très axé sur ce règlement. Que dire de plus? Oui, donc je suis élève avocat à Lyon. Donc là, actuellement, je suis en stage PPI, ce qu'on appelle, et après, je serai en stage en cabinet d'avocat. Et le but, évidemment, c'est de devenir avocat en droit donné, droit IA, droit numérique, plus globalement. Je suis aussi membre de 2 associations, donc le Groupement français de l'industrie de l'information, qui regroupe à la fois des membres du secteur public et du secteur privé, et pour discuter un petit peu sur tous les enjeux de l'économie des données. Et donc, on a des ministères, on a l'IGN qui est aussi représenté aujourd'hui, on a différents organismes publics ou privés. Membre aussi d'Open Data France, que je pense beaucoup connaissent aujourd'hui. Donc voilà, je fais partie du comité d'experts qui s'est réuni la semaine dernière. Et donc, je vais présenter d'ailleurs des éléments assez semblables aujourd'hui. Donc je m'excuse si certains ont déjà eu l'occasion de les entendre. Il me semble que le tour de table pour les participants va être sauté entre guillemets parce qu'on est assez nombreux et puis vous avez déjà un petit peu une visibilité sur qui participe. Donc je vais directement passer un petit peu à la présentation globale des éléments que je vais vous transmettre. Donc déjà, avant de parler du Data Act en tant que tel, je vais vous donner le contexte de la politique européenne sur les données qui est assez important pour comprendre d'où vient le Data Act. Ensuite, je passerai sur les caractéristiques en tant que telles du Data Act, son contenu, et je vais axer mon propos sur 2 régimes particuliers qui sont, je pense, les plus connus de manière générale, et donc les autres sont moins connus, ça va moins vous parler, je pense. Alors, que dire déjà sur la politique européenne sur les données? Donc, c'est déjà un contexte nouveau qu'il faut vraiment appréhender un minimum. Donc, on a vraiment, généralement, moi, quand je dis que je suis spécialiste en droit des données, on me dit, tu es spécialiste du RGPD et donc de la protection des données à caractère personnel. Pas vraiment. Moi, le RGPD, c'est un texte que j'utilise, que je maîtrise dans les grandes lignes, mais je suis pas spécialiste du RGPD. Moi, je suis spécialiste d'autres textes qui n'ont pas pour finalité la protection des données à caractère personnel, mais qui ont pour finalité l'exploitation des données personnelles ou non personnelles. Et donc, tous ces nouveaux textes qui ont été adoptés depuis 2020 au niveau européen sont très importants parce que la finalité globale, c'est de développer l'IA en Europe. On considère au niveau européen qu'il faut développer l'IA, sinon on va se faire manger au niveau géopolitique par les Américains, les Indiens, les Chinois, etc. Donc, pour conserver la place de l'Union européenne sur l'échiquier international, il faut maîtriser l'IA. À l'époque, c'était la demande d'Ursula von der Leyen en 2019, donc nouvelle Commission européenne, nouveau mandat. Une des 2 priorités, des 2 premières priorités, c'était le numérique et l'environnement, le Green Deal. Dans le numérique, la priorité phare, c'était de développer l'IA. Elle confie cette mission à Thierry Breton, ancien commissaire français au marché intérieur, qui lui répond je veux bien développer Ursula, l'intelligence artificielle en Europe, mais il faut pour cela ouvrir les données. C'est un impératif pour développer l'IA. Donc avant de faire l'IA, il faut développer tout un cadre juridique pour favoriser l'accès et l'exploitation des données. C'est pour ça qu'à partir de 2020, on a toute une succession de textes qui vont viser à garantir des droits d'accès, de partage des données de tous les acteurs européens. J'ai vu que
beaucoup de personnes en ligne font partie du secteur public et privé. Tout le monde est concerné par le règlement sur les données, que ce soit les collectivités, les régions, les ministères ou les grandes entreprises comme les startups. Tout le monde a des enjeux appréhendés par le Data Act. Donc, vous n'allez pas perdre votre temps ce midi. Si c'est le message que je peux résumer comme ça. Donc voilà, une nouvelle politique européenne sur les données. On ne vise plus seulement à protéger les données personnelles, on va viser simplement à multiplier les droits d'accès aux données pour les exploiter et développer in fine l'IA. Donc tout ça, on va essayer de construire un marché européen des données. Donc c'est vraiment une logique économique et technologique. C'est vraiment une logique très différente de la politique française depuis 2011 qui est très axée sur l'open data. Là, on est sur l'ouverture des données, mais pas dans une logique open data stricto sensu. On est vraiment sur une logique, je suis détenteur de données, j'ai des données, je vais les mettre à disposition si j'ai l'obligation. Par contre, je vais avoir des compensations en échange parce que ça me coûte de l'argent et que les utilisateurs de données veulent un certain type de données, de qualité, et donc moi, ça me coûte de l'argent. Et donc, dans une logique économique, moi, je vais être légitime à demander des redevances. Le financement porte plutôt sur les utilisateurs de données que sur la puissance publique, in fine. Donc, ces nouvelles initiatives au niveau européen depuis 2020 aboutissent à 3 textes principaux. Il y en a d'autres, mais je pense qu'on peut largement se contenter de ces 3 textes pour l'instant. Donc, c'est le règlement sur la gouvernance des données, Data Governance Act, qui a été adopté en 2022 et qui est rentré en application en 2023. Le règlement sur les données qu'on va détailler aujourd'hui, qui a été adopté le 13 décembre 2023 et qui est rentré en application le 12 septembre dernier. Donc aujourd'hui, ce texte est applicable. Et le règlement sur l'espace européen des données de santé, qui lui a été adopté, si je ne dis pas de bêtises, en 2023 aussi, ou en 2025 peut-être, en début d'année, et qui va rentrer en application progressivement, je crois, en 2026 ou 2027. Donc ce texte n'est pour l'instant pas encore applicable à l'heure où on se parle. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un contexte nouveau qui est distinct des logiques Open Data et RGPD, si je peux résumer à grands traits. Un contexte aussi qui est évolutif. Pourquoi évolutif? Parce que depuis, on a eu de nouvelles initiatives au niveau européen le 19 novembre dernier. Il y a beaucoup de changements sur la forme, mais pas sur le fond. Donc ce qu'on va se dire aujourd'hui, va dans les très grandes lignes, demeurer dans les années à venir. En tout cas, il n'y a pas de changement annoncé pour l'instant. Donc, dans ce paquet numérique qui a été présenté par la Commission européenne en novembre dernier, il y a une nouvelle stratégie européenne pour les données. Son ambition, elle n'est pas aussi importante que que la précédente stratégie en 2020. Elle confirme globalement les initiatives et les orientations politiques de la Commission depuis 2020. Donc, la Commission confirme le chemin qu'elle a commencé à tracer. Elle va toujours dans le même sens. Deuxième élément qu'on peut rajouter, c'est qu'on a de plus en plus au niveau européen des logiques, on raisonne de plus en plus sur les données et l'IA. Avant 2020, c'était les données, de temps en temps un peu l'IA. En 2020, c'était les données, l'IA. Là, aujourd'hui, c'est quand même les données et l'IA. Parce qu'il faut ouvrir les données, mais l'objectif principal, c'est l'IA. Donc, de plus en plus, on a des notions communes, des logiques communes, et à terme, personnellement, si j'avais un pari à faire, c'est qu'on aura une politique commune des données et de l'IA, parce que les deux vont à peu près dans le même sens. Donc, une nouvelle stratégie européenne pour les données, c'est la stratégie pour une union des données, la Data Union Strategy, donc, importante, mais pas révolutionnaire. Deuxième initiative annoncée en novembre dernier, c'est une simplification des règles européennes. Donc, on a ce qu'on appelle un omnibus au niveau européen. Un omnibus sur le règlement sur l'IA, je ne vais pas le développer, juste on accorde aux entreprises ce qu'elles demandent depuis plusieurs mois, voire un an, c'est-à-dire un allègement de certaines charges et un plus grand temps pour se mettre en conformité au règlement sur l'IA. Globalement, c'est ça. Et on a en parallèle un omnibus sur l'acquis numérique qui concerne beaucoup de législation sur les données. Le RGPD est globalement la tête de pont de cet omnibus sur l'acquis numérique. Il faut bien comprendre que là, on est sur des propositions de la Commission européenne. Dans les prochains mois, ça va être discuté, négocié. Et dans cet omnibus numérique, il y a un enjeu politique qui est très fort, qui est cristallisé par le RGPD. Potentiellement, ça n'aboutira pas. Potentiellement,
La commission va peut-être distinguer les dossiers pour faire avancer les autres et traiter le RGPD en particulier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la commission a lâché un peu une bombe en novembre dernier en voulant alléger les contraintes prévues par le RGPD sur le traitement des données à caractère personnel. Toujours dans l'objectif de développer l'IA. Donc, on va favoriser, on va alléger les contraintes RGPD. Et donc là, vous avez beaucoup de structures au niveau européen, notamment Max Schrems, qui, via sa structure en Autriche, a dit voilà, c'était une atteinte aux droits fondamentaux. Moi, je m'écarte très clairement du débat sur le RGPD. Je vous dis juste que c'est plutôt le dossier politique qui prend le plus de place dans cet omnibus sur l'acquis numérique. En parallèle de l'omnibus, en parallèle du dossier RGPD, vous avez tout un tas de changements dans les législations numériques sur les données, et le Data Act en fait partie. Si on peut résumer en 2 idées, première idée, c'est que le Data Act, actuellement, il a plusieurs chapitres qu'on va voir après, il va s'étendre à d'autres problématiques, donc il va absorber des régimes prévus par d'autres textes actuellement. Mais ça ne change pas les textes actuellement, ce qu'il prévoit déjà ne change pas dans le fond. Donc c'est la deuxième idée, c'est que les régimes que le Data Act prévoit déjà sont modifiés à la marge, donc voilà, ce qu'on va se dire dans les minutes qui suivent ne change pas dans les grandes lignes. Et je mentionne aussi qu'il y a un bilan de qualité des règles numériques qui est prévu par la Commission européenne. L'idée, c'est très simple, c'est que depuis 2020, on a empilé des textes numériques qui se chevauchent dans la plupart du temps sur les périmètres, les définitions ne sont pas cohérentes. Donc la Commission prend un peu tous ces textes, nettoie, voit un peu ce qu'elle peut faire pour un peu consolider les législations en vigueur, enfin, en application. Maintenant, donc, je rentre un peu plus dans le détail du Data Act. Donc, tout d'abord, ce qui est important juridiquement à savoir, c'est que c'est un règlement européen. Donc, c'est-à-dire que si une règle française est contraire au Data Act, c'est le Data Act qui s'impose. Voilà, donc juridiquement, ça, c'est quelque chose de très concret. Le Data Act s'impose en France directement. Il ne faut pas s'attendre à une loi qui va venir transposer le Data Act comme si c'était une directive. Il est directement applicable en France. Et donc, il prime sur toute règle nationale contraire à la règle européenne, donc au Data Act. Alors, ces grandes dates, je les ai déjà données. 13 décembre 2024, son adoption. 12 septembre 2025, son entrée en application. Donc, aujourd'hui, au moment où on se parle, les régimes, sauf quelques dispositions éparses qui vont rentrer en application par la suite, 90% du Data Act s'applique à l'heure où on se parle. Donc, ça veut dire que si vous avez, par exemple, un cas d'usage qui vous paraît non conforme au Data Act, vous pouvez très bien saisir un juge aujourd'hui et demander à exercer les droits que vous tirez du Data Act. En France, il y a toujours au niveau national, il y a toujours des mesures de mise en œuvre des règlements européens. Ça, c'est pas choquant juridiquement, c'est tout à fait normal. Là, aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est la désignation de l'autorité compétente pour réguler le Data Act. Par exemple, comme le fait la CNIL pour le RGPD. Donc, il n'y aura pas de grande surprise a priori, ce sera l'ARCEP qui va être compétente pour tous les chapitres du Data Act, sauf le chapitre 7. Pour l'instant, au niveau français, l'ARCEP n'est pas encore compétente pour réguler le Data Act, mais voilà, c'est dans les tuyaux. Il y a un projet de loi qui est rentré dans le processus. On espère au mieux en juillet 2026 que l'ARCEP soit formellement compétente pour réguler le Data Act. Et dans ce cas-là, à partir de ce moment-là, vous pourrez saisir l'ARCEP si vous avez un litige qui vous paraît en fait être non conforme au Data Act. Au niveau, alors, sa mise en œuvre, donc en France, ça j'en ai parlé, c'est l'autorité de régulation. À confirmer, on attend, la situation politique en France fait que, faut attendre, c'est pas le seul dossier qui attend. Au niveau européen, on attend aussi beaucoup de choses. On attend des lignes directrices qui vont préciser comment tel article doit être mis en œuvre par les acteurs qui sont soumis à ces dispositions. Donc on attend plusieurs lignes directrices, notamment sur les compensations qu'un détenteur de données va pouvoir exiger aux utilisateurs lorsqu'il met à disposition ces données auprès d'eux. On attend également des lignes directrices sur les secrets d'affaires. Donc, moi, détenteur de données, j'ai des données qu'on m'oblige à mettre à disposition, mais je considère que ces données sont couvertes par le secret d'affaires. Comment je préserve le secret d'affaires que je fais,
le secret d'affaires que moi j'ai identifié ou que quelqu'un a identifié dans les données que moi je détiens. Donc voilà, comment ça s'articule. Donc voilà, ça c'est en Europe. On attend aussi d'autres éléments. Par exemple, dans le paquet, dans les dernières annonces de la Commission européenne en novembre dernier, il y avait tout ce qui est clause contractuelle, parce qu'il y a des enjeux contractuels évidents, et donc la Commission a prévu des clauses contractuelles type qui ne s'imposent pas, mais que les acteurs qui n'ont pas de service juridique, forcément qui a le temps ou qui a les compétences pour faire les bonnes clauses, ils vont pouvoir reprendre ou adapter à la marge. Donc c'est une aide plus qu'une obligation. Donc par exemple, c'est un autre document que la Commission a sorti, mais dont on attend encore la validation définitive. Alors maintenant, le contenu du Data Act, je le dis directement, l'erreur classique, c'est de considérer que le Data Act ne concerne que les données des objets connectés. C'est faux. Le Data Act concerne les données des objets connectés, ok, mais c'est juste un chapitre parmi beaucoup d'autres. Donc généralement, on voit ça un petit peu dans les médias grand public, le Data Act garantit l'accès aux données des objets connectés. Oui, mais pas seulement. C'est pas seulement ça. Ok, c'est son chapitre phare, mais c'est pas seulement il ne fait pas que ça. Donc il faut surtout pas résumer le Data Act aux données des objets connectés. Alors, j'ai distingué, ça c'est ma distinction, hein, elle peut être tout à fait critiquée. Vous avez différents chapitres, j'ai pris les principaux. Vous avez des chapitres, par exemple, le chapitre 1, c'est les définitions. Bon, je ne vous l'ai pas remis. Le chapitre, je crois, 9, c'est les dispositions finales. Bon, j'ai pris vraiment les chapitres qui ont vraiment un intérêt dans le fond. Donc, chapitre 2, on va le traiter un petit peu plus en détail après. C'est les données des objets connectés. Donc là, on va être au niveau européen, le Data Act va prévoir des droits d'accès et de droits de partage des données des objets connectés. Ça, c'est le chapitre 2. Ce chapitre 2, il va fonctionner avec le chapitre 3 et 4, même si le chapitre 3 et 4 peuvent s'appliquer en dehors de données d'objets connectés. C'est un texte un peu complexe aussi, j'essaie de résumer dans les grandes lignes. J'espère que si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à intervenir surtout. Donc chapitre 2, données des objets connectés. Il va s'appuyer ce chapitre 2 sur le chapitre 3 qui prévoit en fait des conditions et des modalités lorsqu'un détenteur de données a l'obligation de les mettre à disposition auprès d'utilisateurs. Donc là, ce n'est pas un détenteur qui souhaite valoriser ses données et donc parce qu'il en a envie, il va mettre à disposition ces données, c'est quand le droit lui impose de mettre ces données à disposition. Par exemple, il y a un cas il n'y en a pas beaucoup des cas, il me semble, mais par exemple, c'est la relation entre les réparateurs et les garagistes, enfin les garagistes et les constructeurs automobiles. Pour réparer une voiture, pour que le garagiste puisse réparer une voiture, il va devoir accéder à des données. Et donc, le constructeur a l'obligation de lui fournir l'accès aux données pour que lui se fasse son métier. Et donc là, le constructeur, c'est pas parce qu'il met pas les données à disposition des garagistes parce qu'il a envie ou parce qu'il a un intérêt financier. C'est parce que le droit lui impose. Et donc là, pour éviter qu'il y ait des conflits sans cesse, le Data Act prévoit les conditions et les modalités de la mise à disposition de ces données. Donc ça marche beaucoup pour les données des objets connectés, mais pas que pour les données des objets connectés. Ça, c'est le chapitre 3. Même logique pour le chapitre 4, où là, on va interdire des clauses qui sont abusives ou présumées abusives et qui sont unilatéralement imposées par une partie à une autre. L'idée, c'est quoi? C'est que quand une très grande entreprise, une multinationale, contracte avec une start-up, évidemment, il y a une puissance de négociation qui est tellement déséquilibrée que souvent, on a constaté qu'il y avait des clauses qui étaient trop dans l'intérêt d'une partie, donc la multinationale. Et donc, le Data Act va interdire certaines clauses pour rééquilibrer le pouvoir de négociation. Donc, même si la multinationale ou la start-up décide de ne pas appliquer ces clauses, c'est pas possible. C'est d'ordre public. C'est-à-dire que même si vous prévoyez dans le contrat une stipulation qui écarte ces clauses s'appliquent. Donc, c'est dans l'intérêt des plus petites structures qui vont pouvoir se fonder sur le règlement sur les données pour dire non, cette clause-là, tu ne peux pas me l'imposer parce qu'elle est contraire au règlement sur les données. Ça, c'est le chapitre 4. Je passe maintenant au chapitre 5, qui est l'autre chapitre qu'on va voir un peu plus en détail et qui est je pense que vous l'avez sans doute un petit peu entendu parler, c'est qu'on va permettre à la puissance publique de venir piocher des données
dans les poches des entreprises en cas d'urgence publique ou de besoin exceptionnel. J'y reviendrai plus en détail, c'est un peu l'autre chapitre phare du Data Act. Mais lui, par exemple, il ne concerne pas les données, il peut concerner des données des objets connectés, mais c'est un cas d'usage parmi d'autres. Sinon, il a son champ d'application qui est propre. Voilà un petit peu pour les régimes propres aux données. Maintenant, il y a aussi des règles transversales. Vous avez notamment le cloud qui est abordé dans le Data Act. Vous avez les accès internationaux, donc par exemple, tous les enjeux d'applications extraterritoriales, notamment des lois américaines. Le Data Act prévoit certaines protections. Donc, je ne développerai pas là-dessus non plus. Et vous avez aussi des enjeux d'interopérabilité. Comment est défini le terme clause abusive? Alors, la clause abusive, vous avez en fait, si vous allez dans le Data Act, il est accessible. Hein. Vous tapez Règlement sur les données ou Data Act, vous tapez après EUR, espace ELEX, donc EURLEX. Vous avez accédé, c'est très bien fait, toutes les dispositions. Donc le chapitre 4, en fait, il va prévoir 2 listes de clauses. Une première liste où ça va être des clauses qui vont dire, ben voilà, quand une partie considère que les données produites dans un projet commun appartiennent uniquement à une partie à la fin du projet, ben ça c'est abusif dans tous les cas. Et vous avez une seconde liste où vous allez avoir une présomption sur certaines clauses. Et donc là, c'est à la partie qui souhaite maintenir la clause de démontrer qu'elle n'est pas abusive. Donc ça donne un avantage juridique à l'autre partie parce que il y a une présomption d'abus. Donc, principe, sauf si vous démontrez le contraire, elle sera interdite. Si tu ne réponds pas à la question, je pourrais développer après. Il y a 2 listes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 listes prévues par le chapitre 4. Clause abusive dans tous les cas, clause présumée abusive, donc on peut démontrer le contraire. Donc là, maintenant, je passe au chapitre 2 du Data Act, qui, lui, concerne les données des objets connectés. Alors, l'objectif, là, j'insiste bien, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le acteur public comme acteur privé, vous êtes concernés, c'est que même si on a tendance à résumer le Data Act comme surtout, il concerne les données des entreprises, en fait, les définitions employées dans le chapitre, dans les différents chapitres du Data Act, c'est des logiques fonctionnelles. Donc, par exemple, une collectivité territoriale qui agit comme une entreprise au sens européen, elle est une entreprise dans le règlement, et donc le règlement s'applique à elle. Donc voilà, il faut vraiment se méfier. Les notions dont on a l'habitude, nous, en France, ce n'est pas du tout les mêmes notions que les Italiens emploient, que les Espagnols emploient. Donc, c'est des logiques fonctionnelles. C'est pour ça que l'acteur public se retrouve dans beaucoup de chapitres du Data Act, même si le Data Act est labellisé plutôt côté données des entreprises. Donc là, par exemple, les acteurs publics sont complètement concernés par les données des objets connectés. Je sors toujours cet exemple parce qu'il m'avait marqué. C'est que, alors j'ai appris il y a quelques années que dans les villes, il y avait des poubelles connectées. Les poubelles connectées, c'est un objet connecté au sens du Data Act. Donc, si la collectivité est utilisatrice des poubelles connectées parce qu'elle les a implantées sur son territoire, elle va avoir des droits d'accès sur le fondement du chapitre 2 du Data Act pour obtenir les données. Donc voilà, c'est pour vous, je les donne un petit peu après, mais c'est vraiment pour vous envoyer le message que l'acteur public au sens global est concerné par le Data Act. Donc chapitre 2, les données des objets connectés, il faut distinguer 3 types d'acteurs. Vous allez avoir le détenteur de données, donc généralement ça va être le fabricant du produit connecté, ou ça va être son loueur, son bailleur, etc. Souvent, on distingue un petit peu les deux, par exemple, dans la location de voiture. Donc, la voiture, l'objet connecté. Vous allez avoir constructeur, Renault, Peugeot, Nissan. Vous allez avoir le loueur potentiellement ou le bailleur pour tout ce qui est prêt de longue durée des voitures. Donc, voilà. Ça, c'est le détenteur de données. C'est lui qui va être le destinataire de la majorité des obligations du chapitre 2. Deuxième acteur, c'est évidemment l'utilisateur. L'utilisateur, ça peut être l'entreprise. Donc, par exemple, je suis une entreprise, j'ai une activité industrielle importante, j'ai acheté des machines qui me permettent de collecter, de générer des données.
mais je ne suis pas le fabricant de la machine que j'emploie dans ma chaîne industrielle. Je suis un utilisateur d'objets connectés. Parce que je ne suis pas le fabricant des machines qui produisent des données, mais j'utilise les machines. Donc, je suis l'utilisateur. Donc, je vais avoir des droits d'accès sur le fondement du chapitre 2 du Data Act. Donc, l'utilisateur au sens du chapitre 2 du Data Act, ça peut être une très grande entreprise, mais ça peut être aussi une PME, une start-up, voire aussi un consommateur ou un particulier. Moi, j'ai une montre connectée. Je suis donc un utilisateur d'objets connectés. Donc, l'utilisateur, il a des finalités commerciales, industrielles ou non commerciales. L'utilisateur, il est assez large dans sa définition. Une fois dit ça, évidemment, la plupart des applications, des cas d'usage qui vont se fonder sur le règlement sur les données, ça va être des logiques industrielles. Parce que moi, je n'ai pas forcément spécialement envie de récupérer mes données. J'en aurais peut-être un usage, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas vraiment. Par contre, dans toutes les activités industrielles, vous allez avoir d'énormes enjeux sur quand j'emploie des objets connectés dans mon activité économique, technologique, je souhaite récupérer et accéder aux données. Donc, premier acteur, le détenteur de données. Le deuxième acteur, c'est l'utilisateur de données. Et le troisième acteur, ça va être le tiers. Le tiers, donc, cas concret, imaginons donc, toujours ma montre connectée. Je vais demander au fabricant de ma montre connectée de me donner accès aux données que je génère quand j'utilise mon objet connecté. Et je vais avoir peut-être l'envie, une fois que j'ai accès aux données, de les partager à une application, à une entreprise qui va me calculer, me faire un programme d'entraînement pour les semaines à venir en fonction des données que je lui aurai partagées pour me proposer un service clé en main pour 40 € tous les mois. Je sais exactement combien de temps je dois courir tous les jours pour me préparer au mieux selon la performance que je veux faire au prochain marathon en 2026. Un exemple. Donc voilà, le tiers, en fait, ça va être quelqu'un qui va se voir partager des données parce que sur la demande de l'utilisateur. Et donc là, évidemment, il faut imaginer un triangle, en fait. Vous mettez les acteurs un petit peu comme vous voulez. L'utilisateur va pouvoir demander au détenteur de données de partager les données dont l'utilisateur a le droit d'accès à un tiers, et c'est sur demande de l'utilisateur. Alors, Je rappelle un tiers. la question, je joue la transition dans les questions. Donc la question qui a été posée en public, c'est est-ce que le détenteur peut lui-même partager les données auprès d'un tiers? Alors là, il peut le faire s'il le souhaite, s'il a un intérêt en dehors du Data Act, parce que le Data Act, en fait, prévoit uniquement un droit d'accès au profit de l'utilisateur. Mais ça n'empêche pas, évidemment, le détenteur de le faire par contrat en dehors du Data Act. Le Data Act se contente, entre guillemets, de dire à l'utilisateur, vous avez un droit d'accès aux données que vous collectez, que vous générez quand vous utilisez les objets connectés. Deux autres questions de la salle, en ligne. Donc, il y a une première question qui, je pense, rejoint ce que vous disiez sur les poubelles connectées, sur les données de floating car data. C'est besoin de préciser, vous me dites. Et est-ce qu'un détenteur de données peut être également utilisateur et différent de celui qui a construit l'objet? Alors, je réponds directement à la dernière question sur la capacité à cumuler la casquette de détenteur de données et d'utilisateur des données. Donc là, le cas concret, c'est la location de voitures. Vous avez les constructeurs, les constructeurs, Renault, Peugeot, etc. Vous avez potentiellement des loueurs de voitures et des utilisateurs finaux. Et donc, le loueur de voitures va être à la fois un utilisateur de données, puisqu'il utilise dans son activité de location les données qu'il a achetées, les voitures qui génèrent des données et qu'il a achetées à Renault ou Peugeot, et il va lui-même louer ces voitures à des utilisateurs, des particuliers ou des entreprises. Et donc, potentiellement, il peut être à la fois détenteur de données auprès des utilisateurs finaux et utilisateur des données auprès de Renault, Nissan, Renault, Peugeot, etc. Là, c'est une question, en fait, où la Commission européenne a pris, la Commission européenne, donc, elle
elle a proposé des FAQ, des questions-réponses sur son site internet, où elle a envisagé différentes situations. La Commission européenne répond qu'il n'est pas possible de cumuler la casquette d'utilisateur de données et de détenteur de données pour un même produit connecté, pour un même objet connecté. J'apporte une grande nuance toutefois, parce que le texte ne dit pas que ce n'est pas possible. C'est une interprétation de la Commission européenne. Potentiellement, elle est juste, potentiellement, elle est fausse. Là, je reprends ma casquette de juriste pur jus. La FAQ publiée par la Commission européenne sur son site internet, ce n'est pas un texte contraignant, c'est une interprétation propre à la Commission. Donc, il n'est pas dit qu'un juge, dans un contentieux, in fine, suivra la Commission européenne. En tout cas, sur cette question du cumul, la Commission européenne considère que ce n'est pas possible. Je mets quand même des très gros guillemets parce que je sais que la question se pose quand même au-delà de l'interprétation de la Commission européenne qui est critiquée ou peut-être remise en question. Pour la première question, c'était sur les données, je crois, Alors, je ne suis pas spécialiste du secteur automobile, donc si c'est vraiment une question qui est propre au secteur, très clairement, ce que je vais dire ne doit pas être pris en compte parce que je voudrais juste vous répondre de manière globale. Je n'ai pas les enjeux du secteur en tant que tel. Si c'est juste, est-ce que les données générées par une voiture dans une activité de location, oui, ça va être en fait, ça va être des données qui vont être accessibles à l'utilisateur. Enfin, c'est lié, en fait, c'est toutes les données que l'utilisateur, ça fait partie des données dont l'utilisateur a accès. Je crois que c'est les données que génère via notre trafic routier. En fait, les données du trafic routier qui sont collectées pour avoir la vision d'une voiture sur telle autoroute à tel moment. Et grâce je crois notamment au GPS, chaque fois, ces données de circulation qui, du coup, vont être utilisées potentiellement aussi par service public pour reconnaître l'état du trafic routier. Comme ça, j'aurais tendance à dire que ça en fait partie, mais c'est vraiment avec une très grande réserve parce que, faudrait que je vous réponde plus en détail sur le cas d'usage en tant que tel. Mais j'ai l'impression en fait que ça fait partie des données qui sont liées à l'environnement de l'objet connecté, et donc ça fait partie des données dont a accès l'utilisateur. Ma réponse serait plutôt oui, sous réserve évidemment d'une analyse plus fine. Aussi pour les données de congestion, par exemple. Oui, donc là, l'autorité publique aurait intérêt tout à fait à se voir partager les données des utilisateurs pour mieux gérer les enjeux de trafic routier, si j'ai bien compris l'enjeu derrière. Si je comprends bien, une commune qui décide de mettre en place des objets connectés peut voir les données de ses administrés utilisées à d'autres fins sans leur accord. Alors, ce que je n'avais pas forcément prévu d'aborder, mais c'est l'occasion, c'est évidemment données d'utilisateurs personnes physiques, données à caractère personnel. Donc là, le Data Act, évidemment, on a une primauté du droit à la protection des données à caractère personnel qui juridiquement a une valeur supplémentaire au droit d'exploitation, si on peut les qualifier comme ça. Donc dans tous les cas, le Data Act suit les conditions et les modalités prévues par le RGPD. Le Data Act, s'il y a des données à caractère personnel, ma montre connectée, donc je génère des données par mon utilisation de ma montre connectée, ce sont des données à caractère personnel. Évidemment que le RGPD s'applique dans tous les cas lorsque je souhaite accéder ou partager mes données à caractère personnel. Donc dans ce cas-là, en fait, pour l'exemple mentionné tout à l'heure, ça me semble possible dans la logique Data Act, sous réserve évidemment de respecter les dispositions du RGPD, donc avoir une base légale pour traiter les données à caractère personnel. Juste quelques éléments de complémentaires. Donc, le chapitre 2, il y a en tout 8 articles, je crois. Le droit d'accès, il est divisé un peu en deux branches. Actuellement, vous avez uniquement un accès indirect, donc vous allez devoir demander au détenteur de données de mettre vos propres données dont vous avez accès
à disposition, par exemple sur une API, un portail Internet, etc. À partir du 12 septembre 2026, le fabricant de l'objet connecté aura l'obligation de garantir un accès direct à travers l'objet connecté. Si c'est techniquement et justifié, voilà. Donc en fait, là on est aussi sur une ambiguïté du texte qu'il faut bien, je pense, ma position c'est plutôt de l'assumer. Il y a une obligation dans la logique, mais par contre il y a une voie de secours qui est assez grande qui permet évidemment aux constructeurs de l'objet connecté de ne pas la respecter parce qu'il va considérer que c'est pas possible ou c'est pas opportun. Néanmoins, il aura toujours l'obligation de vous donner accès à vos données si vous lui demandez. Ça, c'est pour prendre en compte les cas d'usage où, en fait, parfois, vous n'avez pas la possibilité de donner un accès par défaut aux données via l'objet connecté. Hop, je vous ai fait un petit tableau aussi pour récapituler les différents droits d'accès. Donc, c'est vraiment une vue très, 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 très haute. Hein. Il y a évidemment beaucoup d'autres dispositions, beaucoup d'autres enjeux. Et dans tous les cas, il sera diffusé. Donc, je passe directement. Alors, pour le dernier chapitre du Data Act qu'on verra aujourd'hui, donc c'est les données pour les besoins exceptionnels. Ce régime, dans sa logique, il est né au niveau européen durant la pandémie du Covid-19, où les États membres commencent à instaurer des mesures de restriction un petit peu à chacun à leur tour. La Commission européenne souhaite avoir une vue d'ensemble sur l'évolution de la pandémie. Elle va donc demander, c'est le commissaire Thierry Breton qui l'avait enclenché, la Commission européenne demande aux opérateurs téléphoniques de transmettre à la Commission européenne leurs données afin d'obtenir les données donc, des opérateurs des mobiles des Européens dans deux finalités. La première finalité, c'est de voir si les mesures de restriction sont respectées ou pas. Si tout le monde respecte les mesures de restriction, parce que on voit que le point GPS ne bouge pas, la Commission se dit les mesures sont respectées, on va pouvoir avoir des effets assez rapidement des mesures de restriction. Si on voit que personne ne respecte les mesures de restriction, on se doute que la Commission européenne aurait anticipé le fait que la pandémie allait durer plus longtemps. Et la deuxième finalité de l'exploitation des données des opérateurs télécoms, c'était de voir en fait l'évolution de la pandémie tout simplement. Si des États membres n'avaient pas encore mis des mesures de restriction, forcément s'il y a de la circulation, il y aura de la pandémie, se sera déplacée sur ces États membres. Donc voilà, en fait, l'idée c'était d'obtenir pour la puissance publique des données d'entreprise pour mettre en œuvre ces actions, ces politiques publiques. Et donc, à l'époque, ça s'est fait sur le bon vouloir des opérateurs télécoms. Certains ont refusé, certains ont accepté. L'idée de la Commission, c'était d'avoir une disposition juridique, un droit d'accès, en cas de besoin exceptionnel, de données qui vont lui permettre de réagir à des situations imprévues. Donc, c'est ça l'objectif, donc c'est le chapitre 5 du Data Act, c'est ça son objectif. Donc, juridiquement, ça a été très dur de le concevoir. Aujourd'hui, et c'est ce chapitre qui potentiellement va évoluer dans les années à venir si l'omnibus sur l'acquis numérique passe tel qu'il est proposé actuellement, mais il y aura sûrement des évolutions. Hein. Aujourd'hui, il y a deux types de besoins exceptionnels. C'est en cas de situation urgente et en cas de situation non urgente. En cas de situation d'urgence, c'est la pandémie, c'est une cyberattaque, c'est une catastrophe naturelle, il y a une urgence, ok, la puissance publique a le droit de demander des données à une entreprise ou une autre personne pour gérer la situation d'urgence. La deuxième situation, c'est là où c'est plus contestable et potentiellement c'est cette catégorie de situation qui pourrait être supprimée, c'est que la puissance publique, les acteurs publics ont profité de la négociation du Data Act pour essayer d'ouvrir un maximum le droit d'accès de ce chapitre 5, parce qu'évidemment, c'est une occasion rêvée et une occasion en or pour accéder aux données recherchées depuis de nombreuses années et qui ne sont pas forcément accessibles sur le marché. Donc, dans les autres situations, donc là, il n'y a pas d'urgence, mais il y a deux besoins particuliers. C'est quand la puissance publique, au sens large,
ne peut pas remplir une mission qui lui est confiée par la loi parce qu'elle n'a pas les données. Elle n'arrive pas à y accéder, elle ne sait pas trop, potentiellement, elle ne sait pas où les récupérer, elle n'a pas les droits d'accès légaux pour les obtenir, ou tout simplement, l'entreprise ou les acteurs qui détiennent les données ne souhaitent pas lui communiquer. Et donc là, la puissance publique, si elle n'a vraiment pas le choix, elle peut utiliser le chapitre 5 du Data Act pour demander au détenteur de données de lui livrer, de lui transmettre les données. Le second sous-tiroir de cette deuxième catégorie, c'est, je crois, quand elle n'arrive pas à se les procurer par tout autre moyen. Pardon, je vais reformuler parce que je n'ai pas été très clair. Donc, situation dépourvue d'urgence, il y a deux grandes hypothèses. Première hypothèse, c'est quand les données sont nécessaires à l'exercice d'une mission d'intérêt public prévue par la loi. Et seconde hypothèse, c'est quand la puissance publique n'arrive pas à les obtenir par tout autre moyen. Je suis un petit peu emmêlé les pinceaux, mais donc, dans les situations dépourvues d'urgence, il y a deux cas possibles. Premier cas, c'est quand les données sont nécessaires à l'exercice d'une mission d'intérêt public prévue par la loi. Second cas, c'est quand la puissance publique n'arrive pas à obtenir les données par tout autre moyen, légaux, pratiques, je ne sais quoi encore. Donc ces situations, le droit d'accès dans les situations dépourvues d'urgence, c'est celui qui est le plus contesté aujourd'hui et qui risque de disparaître au niveau européen dans les prochains mois, prochaines années, selon les négociations aujourd'hui. Évidemment, instaurer un tel droit d'accès aux données, la plupart du temps des entreprises, impose de prévoir des garanties extrêmement importantes. Donc évidemment, l'acteur public en tant que tel va faire une demande de mise à disposition des données, il va devoir montrer patte blanche à plusieurs reprises pour que le détenteur des données, souvent une entreprise, soit certain que les données ne vont pas se volatiliser chez des concurrents, chez d'autres entreprises. Voilà. Donc, il y a des garanties qui sont prévues dans ce chapitre 5 pour faire en sorte que les données soient uniquement utilisées pour la finalité du besoin exceptionnel. Donc, vous avez par exemple, il y a des acteurs publics, donc ça peut leur parler. Moi, c'était une question que je m'étais posée durant ma thèse. Est-ce que si je suis par exemple la métropole de Lyon, qui est bien représentée aujourd'hui, si je suis la métropole de Lyon, je demande à une entreprise de me transmettre, de me mettre à disposition des données. Moi, métropole de Lyon, j'obtiens ces données dans un délai X. Ce sont des données qui potentiellement deviennent des données du secteur public parce que je les détiens, moi, métropole de Lyon. Et est-ce que j'ai l'obligation, voire la possibilité de les mettre à des fins de réutilisation auprès d'autres entreprises? Ça, c'est clair et net. Dans la proposition de la Commission européenne, l'articulation n'était pas prévue, mais aujourd'hui, c'est pas possible. La métropole de Lyon ne pourrait pas obtenir des données d'une entreprise et les faire réutiliser contre redevance auprès d'autres acteurs. Donc ça, c'est cloisonné. Mais par contre, la puissance publique qui obtient les données peut les partager à d'autres acteurs à des fins de recherche scientifique, des fins statistiques. Donc il y a quand même, et même aussi à d'autres acteurs publics, donc il y a quand même un partage des données qui est possible une fois que l'acteur public les obtient. Voilà un petit peu pour ce chapitre 5. Je rajoute un élément, c'est que, donc comme j'ai souvent souligné ça, le détenteur des données dans le chapitre 5, ce n'est pas uniquement les entreprises. Je précise bien ce point et je n'ai pas forcément la réponse à vous donner, hein, je vous lance juste l'interrogation. Je suis convaincu en fait que les détenteurs de données peuvent être également des établissements publics à caractère industriel et commerciaux parfois. Je ne livre pas ça comme une affirmation juridique. Hein. Je pense qu'il y a certains cas en fait, où le détenteur des données n'est pas une entreprise, ça peut être une association. Et parfois, ça peut être aussi un acteur public s'il gravite un petit peu dans le secteur public. Et donc là, il va y avoir d'autres questions qui vont se poser, mais ce n'est pas uniquement les entreprises qui sont visées, même si, évidemment, c'est 95% elles qui sont visées par ce chapitre. D'autres questions? Pas mal de réactions. Alors, je pense qu'il y avait juste une remarque sur le précédent point. Pour garantir le respect, il faudrait imposer certains protocoles ou standards aux équipes métiers.
point précédent. Ensuite, qu'est-ce qui définit une situation d'urgence en interrogation? On se base sur le curatif, plus sur le curatif, que sur le préventif. Dans ce cas, des analyses en amont permettraient de mieux anticiper, par exemple, les risques d'inondation, de submersion en amont. Et ensuite, on demandait quand même pour cette partie-là, quid du RGPD si les données sont personnelles. Ça va un peu mieux aussi. Voilà. Et pourtant, si ce sont des données d'intérêt général, à savoir jeux de données publiques ou privées soumis à un régime spécifique de partage justifié et proportionné à des finalités d'intérêt général, on doit pouvoir les mettre à disposition, non, voit le maire. Ouais, c'est ça. Alors, j'essaie de vous retrouver la définition de la situation d'urgence publique. Elle est large, hein, elle permet en fait de faire beaucoup de choses. Vous l'avez trouvé sur Internet assez facilement. Je réponds en parallèle sur les données à caractère personnel. Évidemment, à la fin, à aucun moment dans le Data Act, on permet de ne pas respecter le RGPD. Donc, si moi, Métropole de Lyon, par exemple, désolé pour l'exemple, je l'ai en tête, je le garderai maintenant. Moi, Métropole de Lyon, je demande à une entreprise du territoire lyonnais ou partout en Europe ou partout sur le territoire français, il n'y a pas de restriction territoriale. Je demande l'accès à des données. Le principe, c'est que je vais... Alors, si c'est une situation d'urgence, je peux demander à la fois des données à caractère personnel et des données à caractère non personnel. Donc, je n'ai pas de limitation dans la nature des données. Par contre, si c'est pour une situation dépourvue d'urgence, c'est uniquement les données à caractère non personnel. Donc, si c'est une situation où il n'y a pas d'urgence, uniquement des données à caractère non personnel. Si je suis dans une situation d'urgence et que j'ai besoin, que c'est nécessaire de demander des données à caractère personnel, dans ce cas-là, il y a une saisine, je crois, il y a une notification auprès de la CNIL, CNIL ou les CNIL européennes si elles sont compétentes, et je vais devoir, en fait, le principe, c'est que le détenteur qui reçoit la demande va devoir pseudonymiser les données avant de les transmettre. Et je crois qu'il y a une possibilité, en fait, si c'est vraiment nécessaire que la puissance publique, l'acteur public ait les données pseudonymisées, dans ce cas-là, en fait, il y a tout un processus qui est mis en place. Mais dans tous les cas, le RGPD sera respecté. Évidemment, on le défie un peu ce RGPD parce que on essaye de le plier un peu dans tous les sens pour faciliter l'exploitation des données, mais le principe juridique reste que lui, il est respecté. Il y a aussi la loi Le Maire qui avait été mentionnée. En effet, c'est le chapitre 5 du Data Act rejoint un peu les données d'intérêt général qui étaient prévues par la loi Le Maire. Néanmoins, j'avais travaillé là-dessus et j'avais vu 3 distinctions assez importantes dans la comparaison des fondements, enfin des notions. C'est un peu la même logique, je suis d'accord avec vous. Néanmoins, juridiquement, c'est pas les mêmes acteurs qui sont concernés, c'est pas forcément les mêmes finalités non plus. Je ne peux pas développer plus parce que je l'ai plus vraiment en tête, mais je crois que la logique européenne est plus ambitieuse en termes de contraintes pour les acteurs privés. Et j'essaie de vous retrouver la définition de l'urgence publique. Et j'en profite d'ailleurs pour mentionner que dans le Data Act, vous allez forcément être un petit peu frustré par les définitions. Et c'est un texte qui a été assez mal fait, hein, je pense qu'il faut le dire. Les définitions, en fait, vous voyez les différents chapitres que compose le Data Act, ils sont quand même assez très différents dans leur périmètre et dans leur finalité. Sauf que les définitions sont transversales. Donc, il a fallu faire des définitions qui s'adaptent à la fois au chapitre 2, donner des objets connectés, et au chapitre 5 sur les besoins exceptionnels. Donc, ça donne en fait des définitions qui sont extrêmement larges. Alors, pour l'urgence publique, situation d'urgence. Donc, une situation exceptionnelle d'une durée limitée, telle qu'une urgence de santé publique, une urgence résultant d'une catastrophe naturelle ou d'une catastrophe majeure d'origine humaine, y compris un incident majeur de cybersécurité ayant une incidence négative sur la population de l'Union ou sur l'ensemble ou une partie d'un État membre, entraînant un risque de répercussions graves et durables sur les conditions de vie ou de la stabilité d'un État membre concerné et qui est déterminé ou officiellement déclaré conformément aux procédures pertinentes prévues par le droit de l'Union et le droit national. Bref, en tant que juriste, on a beaucoup de travail avec le Data Act.
voyez que c'est des définitions qui doivent être appréhendées, elles sont extrêmement larges. L'idée, c'est s'il y a une situation d'urgence publique, de toute manière, juridiquement, si on débat pendant 3 semaines de savoir si c'est une situation d'urgence, a priori, on aura raté notre coup. Mais donc voilà, ça a été défini suffisamment largement pour que je pense que ça englobe la majorité des situations. S'il y a vraiment un doute sur l'urgence, c'est qu'a priori, c'est pas urgent. Ce sera le problème, c'est-à-dire c'est bien ce qu'on reproche aux états d'urgence, etc., de restreindre les libertés publiques. J'imagine que là, ce sera un peu la chose. Oui. Le débat quand même sur ce qui est une situation d'urgence ou pas est quand même important pour savoir qu'est-ce qui justifie d'aller réduire les libertés publiques. Exactement. Donc, je répète la question pour que tout le monde puisse la voir en ligne. La question, c'est bien que si le débat se pose, il y a bien un enjeu sur la qualification de situation d'urgence qui pourrait éviter que ça soit exploité à toutes les fins possibles, voire des fins qui ne sont pas, ou des fins qui sont cachées un peu derrière. On dit que c'est une urgence pour après aller sur un autre enjeu sécuritaire ou je ne sais quoi. En effet. Et donc là, c'est tout l'intérêt d'avoir une autorité de régulation dans chaque État membre, c'est que donc, si l'ARCEP est confirmée comme autorité compétente pour le chapitre 5, et s'il y a un débat sur la qualification de situation d'urgence, l'ARCEP va se positionner, j'imagine, dans des délais très restreints. S'il y a une contestation, j'imagine que ça passera par une procédure en référé, et après ce sera un juge. S'il y a toujours un débat, ce sera un juge de tranchée. Je ne vois pas en quoi ça pourrait. Enfin, je vois pas comment l'urgence est une des conditions du référé aussi, donc ce sera en référé, j'imagine, qu'il va se prononcer. Mais en tout cas, c'est contestable. Une demande initiée sur un fondement d'urgence publique peut être contestée auprès du régulateur français concerné et après devant le juge, évidemment. Toujours la possibilité de le contester. Une question en ligne. On monte un peu. L'acteur public, l'acteur public qui obtient les données a le droit de les partager, point d'interrogation. Quelles en sont les conditions pour protéger la donnée? Alors, l'acteur public, le principe, c'est qu'il ne doit pas partager les données dont il a obtenu l'accès. Il n'a pas le droit de le partager. Moi, Métropole de Lyon, j'obtiens les données d'une entreprise à Nantes, je n'ai pas la capacité de les partager à n'importe qui. Le principe, c'est je garde les données dont j'ai demandé l'accès, je les utilise pour le besoin exceptionnel auquel je fais face, et une fois que le besoin exceptionnel est fini, je les efface. Ça, c'est quand même la grande logique. Si je peux les partager dans plusieurs situations exceptionnelles, ça va être plusieurs exceptions, ça va être des organismes de statistiques où là, il va y avoir le secret statistique qui va évidemment s'imposer, donc les données continuent à être dans un circuit protégé. Ça va être de la recherche scientifique, y compris par des particuliers. Et donc, évidemment, après, qu'est-ce qu'on appelle recherche scientifique? Est-ce que c'est un laboratoire public extrêmement reconnu au niveau national ou international? Donc là, il y a un savoir-faire, on est rassuré. Ou est-ce que ça va être une finalité plus large vers des structures dont on a moins confiance? Ça, c'est vrai qu'il y a tout un enjeu derrière. Mais en tout cas, il y a une possibilité de partager les données à des acteurs de la recherche scientifique. Et le dernier, je crois, le troisième destinataire du partage de données sur le chapitre 5, c'est les autres organismes du secteur public qui peuvent faire face à des situations également similaires. Donc, par exemple, une inondation dans une ville sur un territoire, elle demande les données pour réagir à cette situation. Si l'inondation prend de plus en plus d'ampleur, peut-être qu'une autre ville va avoir besoin des mêmes données, donc les deux villes vont pouvoir s'échanger des données. Ou une cybersécurité, une attaque de cybersécurité, etc. Il y avait une autre question. Pourquoi l'ARCEP et pas la CADA pour arbitrer l'accès aux infos en France? Alors, CADA, on rentre un peu plus dans mon domaine de réutilisation des données du secteur public. La CADA, pour l'instant, elle a juste la régulation du droit d'accès aux documents administratifs en France. On ne lui a pas accordé d'autres
d'autres compétences. Elle n'a pas de compétences sur le règlement sur les données, donc ça a été l'ARCEP qui a été choisi pour une raison propre à la décision du législateur français. Enfin, le gouvernement a proposé que l'ARCEP soit compétente. Le Parlement français doit encore confirmer. La logique, c'est, je pense, l'ARCEP connaît déjà ces enjeux-là parce qu'elle régule déjà le chapitre 3 du règlement sur la gouvernance des données, donc ce qu'on appelle les prestataires de services d'intermédiation de données, les PSID. Donc, elle a déjà une compétence sur la régulation de ces nouveaux textes européens en matière de données. Et donc, je pense qu'elle a été choisie à peu près pour ça. Mais j'invite Yann à aussi ouvrir le micro si jamais vous voulez demander des précisions sur la question. Vous avez répondu. Oui. Je veux bien. Oui, j'ai un cas d'école qui date sans doute d'avant le Data Act, où la puissance publique nous demande des listings de clients pour pouvoir faire des mailings, nous en tant qu'entreprise privée. Alors à l'époque, le Data Act n'existait pas, si je comprends bien, sauf cas d'urgence qu'on a évoqué, mais sur une situation dépourvue d'urgence, par exemple de l'optimisation d'isolation de bâtiments, est-ce qu'on est tenu de donner des listes de nominatives avec des coordonnées de clients pour que la puissance publique puisse les contacter, sachant que les gens, nous on s'est engagé à ne pas donner ces données puisque c'est entre le client et nous. Alors, donc là, pour vous répondre, je refais le raisonnement. Donc, on n'est pas sur une situation d'urgence. Ça veut dire qu'on est uniquement sur des données à caractère non personnel. Ah, d'accord. Sur le dépourvu d'urgence, c'est-à-dire que si la puissance publique me demande des listes de clients pour pouvoir faire des mailings sur des listes de clients que j'ai, je ne suis pas tenu de donner ces listes de clients. Exactement. Les besoins, le chapitre 5, c'est l'accès à des données par la puissance publique pour répondre à des besoins exceptionnels. Les besoins exceptionnels, c'est deux grandes catégories. Situation d'urgence, situation non urgente. Uniquement, la puissance publique peut demander des données à caractère personnel uniquement dans des situations d'urgence. Donc, s'il n'y a pas d'urgence, pas de données à caractère personnel. C'est très clair, merci. C'est bon. C'est bon pour vous aussi. Je vous remercie en tout cas pour les échanges. C'était juste une question. Sur les entreprises à qui ça s'adresse, sont des entreprises domiciliées en Europe, parce qu'il y a un peu un principe d'extraterritorialité comme il pourrait y avoir avec les lois américaines. Alors, juridiquement, le détenteur de données dans le chapitre 5, c'est toute personne morale autre que les acteurs publics qu'il définit. Donc, potentiellement, ça peut être un acteur qui n'est pas, je crois, établi sur le territoire de l'Union. Ça, je mets quand même une petite réserve parce que je ne suis pas à 90% sûr de moi là, mais je crois qu'il y a en effet un enjeu extraterritorial. Évidemment, après, si par exemple vous êtes toutes les filiales américaines sur le territoire européen, il y a évidemment des enjeux là-dessus parce que si je peux demander, même s'il y a une obligation d'établissement sur le territoire européen, potentiellement je peux remonter auprès du groupe mère, enfin structure initiale, pour demander des données. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'enjeux d'extraterritorialité, mais je préfère mettre des grands guillemets là-dessus parce que je ne suis pas exactement, je suis moins au clair sur ces aspects. Merci à vous. Merci en ligne aussi pour votre participation. Oui. Alors, quelqu'un qui vous dit qu'il faut étudier la friction avec l'alvéolaire lunaire. Voilà. C'est très... En fait, loi Le Maire, c'est une règle française. S'il y a un point de friction, c'est la règle européenne qui s'applique dans tous les cas. C'est complémentaire, tant mieux. Ouais, merci beaucoup à toutes et tous. Merci à vous. On va vous laisser. Vous pouvez retrouver le replay sur notre chaîne YouTube. Bon.